portefeuille actions européen, il va avoir 150 titres. Ah oui. Ouais. Seul le quant aligne les moyens mis en œuvre avec les objectifs. En fait, il a créé une data qui n'existait pas. Non. Et il a considéré qu'elle avait de la valeur. La gestion quant, c'est une gestion discriminée sans biais émotionnel. Faire du momentum, c'est se donner tous les moyens, presque mécaniquement, de capturer chaque année les quelques rares dossiers exceptionnels. On a une partie de notre sélection, de notre stock picking, qui est mise en œuvre par de l'AI. C'est quelque chose sur lequel on consacre et on investit beaucoup. Donc on est aux États-Unis. L'indice S&P est 30% surévalué par rapport à ses standards historiques. Bonjour Stéphane Lévy. Bonjour Gustave. Bienvenue dans Blindé, mon podcast que j'ai démarré avec Colbert il y a maintenant 1 an et demi. Tu fais la suite d'illustres invités du private equity, de l'investissement, de l'immobilier, de tous les secteurs finalement qui m'animent. Aujourd'hui, j'allais te le dire en off, mais la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est que je t'ai entendu déjà, je t'ai entendu parler et tu m'as convaincu, puisqu'on a aujourd'hui, vos fonds font partie de nos allocations et surtout de nos allocations les plus premium, en particulier un fonds européen qui est le fonds historique. Et tu m'as convaincu et tu as aussi suscité ma curiosité parce que Chahine, historiquement et aujourd'hui, Irivest, c'est bien ça, oui. est un acteur de gestion active. Donc déjà, c'est pas très à la mode parce qu'on va pas parler d'ETF aujourd'hui. Non. Et 2, c'est un acteur de gestion active quant. Oui. Donc ça fait 2 choses dont on parle pas si souvent que ça sur ce type de format et pour lesquelles j'aimerais bien que tu nous partages ta science. Est-ce que déjà tu veux compléter mon introduction sur Irivest, sur toi-même Je voulais te remercier Gustave pour tes gentils propos auxquels je suis très sensible. C'est évidemment très important pour nous de communiquer sur un savoir-faire qui nous est cher, qui est celui que l'on met en œuvre chez Chahine Capital depuis plus de 25 ans désormais. Alors Chahine Capital, ça s'appelle Irivest IM, mais ça reste exactement les mêmes équipes, le même ADN et la même gamme. C'est très important pour nous de communiquer sur ce savoir-faire parce que tu l'as très bien dit, on parle beaucoup d'ETF, on parle beaucoup de sujets assez récurrents, voire bateaux, dans les médias. Et finalement, on a assez peu le temps de rentrer dans le détail et d'aborder des savoir-faire qui sont, je crois, le cœur véritablement d'une bonne démarche en gestion d'actifs. Une gestion d'actifs, moi j'ai tendance à dire que nos process, nos business, le process, l'organisation, le savoir-faire sont absolument clés pour durer dans ce métier qui est très compétitif. Des gérants actifs, il y en a beaucoup. On a la compétition au sein même de cet univers-là avec nos confrères gérants. On a la compétition, tu l'as dit, avec les ETF qui sont de l'investissement en actions sous une forme un peu différente, évidemment, sous une forme indicielle. Et il est évidemment pour nous très important de promouvoir ce savoir-faire différenciant auquel on croit beaucoup et qui, je crois, a démontré, à travers des performances de long terme, sa capacité à satisfaire. Ok, très, très clair. Pour bien comprendre ce qu'on va expliquer aujourd'hui, la manière dont vous vous présentez, et tu me corriges encore une fois si je me trompe, n'hésiterai pas. C'est une gestion quant, momentum, action. Oui, là encore, je te remercie et je pense que tu abordes les choses sous un bon angle. Tu as encore une fois tout dit. Il faut préciser qu'en le fait d'être un gérant quantitatif, en soi, ne veut pas dire grand-chose. Parce que le monde quantitatif, c'est un monde, ça peut paraître peut-être surprenant pour beaucoup d'acteurs qui ne sont pas forcément très au fait de ce qui se passe dans ce mode de gestion. Mais la gestion quantitative, c'est un savoir-faire très ancien, très très ancien et qui, à l'instar de la gestion traditionnelle, est extrêmement hétérogène dans ses déploiements. Tu peux nous expliquer les basiques de la gestion. Comment tu définirais, toi, gestion quantitative ? Alors, la gestion quantitative, ça peut être défini tout simplement comme une gestion qui est guidée par la modélisation, par le process. C'est-à-dire que c'est une gestion dans laquelle les décisions ne sont pas prises à chaud, ne sont pas prises de manière discrétionnaire. Ce sont des décisions qui sont prises au travers d'un modèle qui, lui, en fait, est la conséquence d'un travail humain. Le modèle n'est pas quelque chose qui je veux dire, qui vient des machines. C'est véritablement... En tout cas, jusqu'à présent... C'est quelque chose qui est très humain, un modèle. C'est un modèle, pour moi, c'est quelque part mettre en équation ce que nous, les humains, on a dans le cerveau, dans le but de pouvoir le déployer
à grande échelle, d'être capable, par exemple, de revisiter le cas d'investissement de milliers de valeurs au même moment, de manière synchronisée, de manière objective et rationnelle. Et donc, le modèle, c'est ce qui permet quelque part de faire le média entre notre cerveau et le marché et d'analyser à grande échelle, quelque part, des choses qui sont très logiques. Alors nous, tu l'as dit, on fait de la gestion active-action, c'est-à-dire que notre gamme la gamme Shaheen de chez Irivest, en fait, est une gamme de fonds long only assez étroite qui consiste à mettre en œuvre une même méthode, pour résumer, à quelques nuances près, appliquée à des univers d'investissement différents. Notre approche, chez nous, c'est de faire du momentum. Le momentum, c'est tout simplement, je dirais... on sait tous ce qu'est le momentum. Le momentum, c'est un mot d'ailleurs qui est très à la mode. On en parle dans tous les domaines, y compris la finance, et ce depuis de nombreuses années. Le momentum, en fait, c'est parmi, je dirais, tous les facteurs de style. On a beaucoup d'entre vous, beaucoup de tes auditeurs, toi-même, sont habitués à entendre des mots comme les styles, comme les smart beta, les facteurs. Tout ça, ce sont des terminologies qui viennent en fait du développement de la gestion quantitative appliquée au monde des actions. Qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là? Ça veut dire en fait que le quantitatif, quand il s'intéresse aux actions, a eu très tôt la volonté, et c'est véritablement un des basements de toute la gestion active-action, de regrouper les valeurs selon des caractéristiques communes. En gros, de prendre un univers d'investissement et de découper cet univers d'investissement en différentes typologies de valeurs. Pour plusieurs raisons. C'est qu'évidemment, ça permet de comprendre le cheminement relatif de ces différents environnements, de ces différents groupements en fonction des régimes de marché. Donc ça permet quelque part de disposer d'une puissance, d'une force pour l'allocataire d'actifs. Est-ce qu'il faut avoir de la value? Est-ce qu'il faut avoir de la croissance? Ce genre de choses. Est-ce qu'il faut avoir des valeurs de qualité? Ça répond souvent à des considérations cycliques et le fait d'avoir ces groupements permet de faire de l'allocation d'actifs. Par ailleurs, c'est quelque chose qui permet également de faire du stock picking, puisque le quantitatif peut très vite faire ressortir ce qu'il y a de meilleur dans des univers d'investissement qui sont très très larges. Donc c'est quelque chose qui est une démarche qui est naturelle chez l'ensemble des gérants actions. Tous les gérants actions s'appuient sur du quantitatif. Chez certains, ça va être de l'aide à la décision. Ça va leur permettre de pré-mâcher leur travail, de partir d'univers très larges pour arriver à des univers plus restreints, pour éliminer. Chez nous, ça va encore plus loin, c'est-à-dire que l'intégralité de nos décisions sont, je dirais, écrites à l'avance au travers d'un modèle, un modèle qui évolue au cours du temps. Et ça, c'est vraiment un truc très important parce que j'ai longtemps baigné dans des maisons fondamentales traditionnelles. Aujourd'hui, quand on regarde les gérants actifs, actions, on connaît toutes ces grandes maisons. Moneta, Comgest. Exactement, qui sont là en place depuis très longtemps. Et quand on regarde un peu cet environnement en Europe, on se rend compte que la grande majorité de l'offre, de l'offre en gestion active, c'est de la gestion traditionnelle, fondamentale, discrétionnaire. Nous, les acteurs quantitatifs, on est encore extrêmement minoritaires en Europe. Moi, je pense qu'on a des parts de marché évidemment à gagner. C'est quoi à peu près la part C'est très difficile à dire, mais je pense que si on exclut tout ce qui est ETF, qui est un peu entre le passif et l'actif, donc c'est un peu... ça commence là, les ETF actifs en tout cas commencent à se populariser. Exactement. Mais ouais. Donc aujourd'hui, alors, il y a tout un débat. Il faudrait que tu nous expliques la différence d'ailleurs. Et tout à fait, à condition de bien l'avoir compris, ce dont je ne suis pas sûr. Mais on en reparlera avec grand plaisir, Gustave, j'y compte bien même. Je pense qu'aujourd'hui, 95% des actifs sous gestion en gestion active, action en Europe, je parle bien en Europe, sont à dominant discrétionnaire et qualitative. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, ce qui veut dire que quand on compare gestion active et gestion passive, on compare finalement gestion discrétionnaire et gestion passive. Est-ce qu'on a déjà fait des études, parce que tu connais sûrement cette grande étude qui compare les gérants actifs avec les ETF et qui font le bonheur
de ces grands émetteurs. 90% des gérants sous-performent leur benchmark. Est-ce qu'on a déjà fait des études spécifiques au fonds quant? Et est-ce que Bien sûr. Et alors, qu'est-ce que c'est? Bien sûr. Le fonds quant, alors, ce qui... là aussi, c'est tout un paradoxe. Ce qui ressort en tout premier lieu de ces études sur les univers d'investissement ou les univers, je dirais, de gérants par savoir-faire, que ce soit dans le monde de la gestion traditionnelle ou dans le monde du hedge fund, ce qui ressort en tout premier lieu quand on analyse les acteurs quant, c'est leur capacité à maîtriser les risques. C'est-à-dire que ce qui ressort de la manière la plus évidente, c'est que globalement, on est sur des mandats à peu près équivalents. On réduit d'à peu près un tiers le niveau de risque quand on le met en œuvre de manière quantitative. Et finalement, alors ça tord le cou un peu à des idées préconçues parce que c'est vrai, alors ça a tendance, et c'est très heureux, à évoluer positivement, mais il y a encore 15 ans de ça, je vais être très franc, quand on parlait de gestion quantitative, il y avait beaucoup d'acteurs qui partaient en courant. Parce que ça leur faisait peur. Le côté un peu boîte noire, le côté un peu savant fou pouvait faire peur. Aujourd'hui, c'est en train de s'inverser. Les gens ont bien compris qu'en fait, le quantitatif était au contraire quelque chose qui était extrêmement regardant sur les risques, que le risque était à la base même en fait de la réflexion du quant. Quand on mesure une volatilité, c'est un écart type. Et c'est une formule mathématique. Le quant a commencé à se développer par l'appréhension du risque. Et d'ailleurs, quand on regarde la façon dont nous, par exemple, on va construire un portefeuille action, on est en termes de diversification, en termes de risque idiosyncratique, c'est-à-dire le risque qu'on va prendre sur des noms individuels beaucoup plus prudents que ce qu'on va retrouver chez nos confrères que l'on appelle des gérants de conviction. Oui, qui utilisent l'argument inverse d'ailleurs pour valoriser complètement. Et c'est normal. Et c'est normal. Nous, quelque part, ce que l'on met en œuvre, c'est un arbitrage statistique sur des inefficiences identifiées du marché. On est sur un arbitrage stat. Et donc, on a besoin, pour que cet arbitrage se passe bien, de respecter dans une certaine mesure la loi des grands nombres. En gros, un portefeuille chez nous, un portefeuille action européen, il va avoir 150 titres. Ah oui. Ouais. Et contre quoi, 20-30 pour ton concurrent de conviction? Alors non, on est quand même pas sur ces niveaux-là. On est plutôt sur une quarantaine ou une cinquantaine de noms en moyenne chez des gérants plus traditionnels, ce qui peut se comprendre. Je vais être très clair, et c'est peut-être quelque chose qui fera pas nécessairement plaisir à tout le monde, mais je suis là pour exprimer, je dirais objectivement, nos pensées et nos convictions. Quand on gère un fonds européen d'action, il faut bien comprendre que l'on soit quant, que l'on soit pas quant, que discrétionnaire, qualitatif, analytique. Finalement, on a le même objectif et pour ce faire, on a les mêmes moyens. L'objectif, c'est quoi? C'est de battre un indice de 600 valeurs en Europe, le stock 600, ou le MSCI Europe, 500 valeurs. Et pour ce faire, on a tous à disposition un univers d'investissement liquide de 1500 titres en Europe. Ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup. C'est surtout beaucoup, 1500 titres, pour une équipe de gestion à dimension qualitative et humaine. Comment voulez-vous dominer un univers d'investissement de 1500 titres avec, je dirais, la violence des news flows, la violence actuelle des marchés, où il y a des vagues qui peuvent vous emporter pendant un mois ou deux, puis ça va très très vite. Un être humain ne peut pas dominer un tel univers d'investissement, ou même une équipe à dimension humaine. C'est pour ça que nos confrères plus traditionnels découpent l'univers et s'appuient beaucoup sur les analystes financiers qui, eux, sont spécialisés par secteur d'activité et qui vont évidemment alimenter en idées et au cours du temps la vie de leur gestion. Néanmoins, ce constat me fait dire que seul le quant aligne les moyens mis en œuvre avec les objectifs. C'est-à-dire que on le fait de manière très simple au travers d'une modélisation. Une modélisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les 1500 valeurs, chaque mois, ou plusieurs fois par mois, ça dépend de la fréquence de rebalancement qui est appliquée. Chez nous, il y a 2 rebalancements par mois. On peut revisiter le cas d'investissement de ces 1500 valeurs 2 fois par mois.
de manière objective au même moment. Ce qui après nous permet évidemment de sélectionner lors des rebalancements celles qui sont les mieux notées. Mais c'est en ça qu'il y a je crois qu'il y a une vraie modernité, il y a une vraie prise de conscience que doivent prendre les investisseurs sur cet alignement de moyens mis en œuvre. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que le quantitatif est évidemment promis à un bel avenir. Ça, j'en suis personnellement convaincu. Et vous étiez probablement assez pionnier. D'ailleurs, l'ancien nom de la société, le nom toujours des fonds, c'est le nom de son fondateur, Jacques Chahine, c'est ça? Oui. Qui était statisticien à la base et qui avait créé une première structure qu'il a revendue à FactSet. À FactSet, ouais. C'est une longue et belle histoire que celle de l'équipe, j'allais dire la famille Chahine, parce que c'est une grande famille en fait. C'est donc Jacques Chahine, tu l'as parfaitement présenté. A développé en fait une société qui s'appelait Jacques Chahine Finance, que beaucoup connaissent, parce que c'était une Jacques Chahine Finance, JCF, c'était une base de données financière qui était donc commercialisée auprès de toutes les institutions financières, institutionnelles, les gérantes, etc., et qui consistait à mettre à disposition ce qu'on appelle aujourd'hui couramment le consensus des analystes. Ça n'existait pas. D'accord. Donc l'idée de Jacques et de son équipe était donc de créer les branchements et toute la tuyauterie qui permettait de récolter l'ensemble de l'avis des analystes financiers côté sell-side, côté broker. Consensus d'analyse, chacun sait à peu près ce dont il s'agit. En tout cas, on l'a aujourd'hui sur tous les brokers en ligne. Même, c'est les brokers, c'est donc les prévisions de bénéfices futurs société par société. Et donc voilà, le JCF, c'était ça, une base de consensus qui était donc vendue auprès des différents investisseurs. C'est quelque chose qui, moi, à titre personnel, a été très très précieux dans le début de ma carrière, parce que j'ai une anecdote. Moi, je commence ma carrière, moi je suis un millénial au niveau financier. J'ai commencé ma carrière le premier jour du siècle. Et dans un établissement qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus, qui était la Banque du Louvre, mais pour des bonnes raisons, n'existe plus, elle a été absorbée par HSBC, puis c'est une longue histoire. Et je me souviens, on me dit, donc j'arrive le premier jour, et puis on me dit, toi le nouveau, j'avais un profil ingénieur, on me dit, tu vas nous tester cette base de données là qu'on a en test, en essai gratuit, et c'était la base JCF. Et je me suis très tôt pris un peu de passion, d'affection pour cette base. C'est aussi, voilà, c'est pour l'anecdote, j'ai développé mes premiers modèles quantitatifs à partir de cette base à partir de cette base produite par une équipe que j'ai depuis rejointe. Et donc, cette expérience, en fait, a donc démarré chez JCF dans les années 80, a connu un fort développement. Et en parallèle de ça, en 1998, Jacques Chahine et son équipe ont décidé de développer des fonds, de créer, alors à l'époque, un fonds qui existe toujours, qui est Digital Stars Europe. 98, c'est ça? Ouais, novembre 98, donc ça commence à être un track record assez exceptionnel en action européenne. Vous pouvez aller voir. J'aime bien le cheminement, c'est pour ça que j'y suis revenu. C'est de dire, en fait, il a créé une data qui n'existait pas. Non. Et il a considéré qu'elle avait de la valeur. Ouais. Juste pour aller dans le C'est exactement ça. Et ensuite, peut-être avec mes petits mots, pour aussi te donner ma compréhension de la gestion quant. La gestion quant, c'est une gestion discriminée sans biais émotionnel. Exact. Donc en fait, c'est quel discriminant, justement, il a mis en place, tu allais y venir, je pense, à ce moment-là, et voilà, comment ça a évolué depuis. Oui, c'est un très bon résumé une nouvelle fois, Gustave. En fait, c'est vrai que vous faites une base de données financière. C'est bien, je vends de l'information financière, c'est très bien. Mais si en plus vous démontrez que cette base de données financière, elle n'est pas que là pour faire joli, mais elle vous permet par ailleurs de générer de la valeur, de gagner de l'argent et de créer de la surperformance, c'est encore mieux. Et c'est pour ça qu'on existe. Parce qu'en 98, convaincu de la pertinence d'une approche disciplinée, rigoureuse et processée de la gestion, l'équipe a décidé de créer ce fonds avec des visées marketing. L'idée, c'est de dire, regardez,
on va gérer de manière systématique un fonds en exploitant notre base de données et on va vous montrer que ça génère de la valeur. C'est ça la genèse. Oui. Extraordinaire. C'est ça. Et au départ, c'était absolument pas le cœur de métier de l'équipe à laquelle j'appartiens. Ça l'est devenu parce qu'il y a une deuxième partie de l'histoire qu'il faut évidemment bien sûr connaître, c'est que en 2004, JCF a été vendu à FactSet. Pourquoi ? FactSet, vous connaissez peut-être, hein, aujourd'hui, vous connaissez probablement, c'est un acteur majeur dans de l'information financière au niveau global. Disons que c'est un acteur qui s'assoit à la même table qu'un Bloomberg ou qu'un Refinitiv, un Thomson Reuters, ex-Thomson Reuters. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Et FactSet, c'est une société américaine qui donc avait des velléités à cette époque-là de devenir un acteur de l'information financière globale, c'est-à-dire d'être capable de proposer un service all-include, dans lequel vous allez retrouver les bourses en temps réel, la capacité de gérer vos portefeuilles, la capacité de mesurer vos risques, la capacité d'accéder à un consensus. Et ils n'avaient pas le consensus. C'est pour ça qu'ils se sont donc rapprochés de Jacques Chahine pour racheter la société. Ils lui ont fait apparemment une offre plutôt convenable. En tout cas, la société a été cédée. Et c'est à ce moment-là, en fait, que l'équipe est devenue un pur player de l'asset management. Il y avait déjà 6 ans de track record pour le fonds Digital Stars Europe. Le track record était déjà très bon. Et c'est à ce moment-là que la bascule s'est faite. Et nous sommes depuis un pur gérant d'actifs actions, quantitatif et momentum. Avec plus 3,6% d'alpha depuis 98, je crois, sur ce fonds-là. Ouais. Ce qui, encore une fois, m'amène à vouloir te poser tout un tas de questions. Parce qu'on a compris, du coup, votre légitimité, l'histoire de cette société qui est passionnante. Je trouve ça top que ce soit un accident. Ça, c'est assez rare. Et c'est toujours des belles histoires. Et ensuite, ce qu'on a compris aussi, c'est les grands principes de cette gestion quant, avec cette gestion discriminée. Maintenant, ce qui aujourd'hui, moi, suscite ma curiosité, en tout cas, et je pense à un paquet de mes clients et de nos investisseurs et auditeurs, c'est aussi quels sont ces discriminants aujourd'hui dans vos modèles, en tout cas ceux que tu peux citer. Qu'est-ce qu'il faut regarder prioritairement et qu'est-ce qui vous permet de continuer à générer cet alpha? Et après, il y aura des questions moins confortables, hein, donc pour l'instant, tu te reposes. Merci de me prévenir. On va peut-être découper la réponse en 2 étapes. Faire du stock picking, c'est notre vocation. Faire du stock picking, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement sélectionner des valeurs. Ce stock picking, on a très tôt eu la conviction, c'est même donc la genèse du produit, que, et une nouvelle fois, on a parlé de notre culture quantitative. Quand on fait du stock picking et qu'on est quantitatif, ça se fait via les primes de risque, via les facteurs de style. On peut faire de la gestion value, on peut faire de la gestion croissance, on peut faire de la gestion visibilité-qualité, on peut faire une gestion hybride entre ces différents éléments, aller prendre les meilleurs dans chacun des domaines, pourquoi pas. Tout ça, c'est du quant. Et nous, on a préféré finalement s'intéresser aux facteurs, aux seuls facteurs, quelque part, je dirais, alors des facteurs, il y en a beaucoup, donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit le seul, mais parmi les grands facteurs de style, le seul qui soit non fondamental, c'est le momentum. Quand vous dites « je vais faire la gestion value », c'est fondamental. Je vais acheter tout ce qui n'est pas cher. Si je fais de la gestion de croissance, c'est fondamental. Je vais acheter les valeurs qui ont les plus belles caractéristiques de croissance. Si je veux faire de la qualité, c'est fondamental. Je vais aller chercher les valeurs qui ont des structures de bilan avec du cash, peu endetté, avec des cash flows visibles, récurrents, ce genre de peu de levier sur le bilan. C'est du fondamental. Le problème de cette approche par le fondamental, c'est qu'on se retrouve avec des catégories de valeurs et un savoir-faire de gestion qui peut vous amener pendant de longues périodes à sous-performer. Comme chacun sait, la value, c'est quelque chose qui se comporte plutôt très bien à très très long terme, mais ça peut souffrir pendant 10 ans.
Si, par exemple, vous étiez un investisseur value entre la crise de Lehman et 2020, la découverte des vaccins, vous ne duriez pas longtemps dans le métier. Et inversement, si vous étiez un gérant croissance entre 2000, la chute des technos, et la crise de Lehman, vous étiez le dernier des derniers. Voilà. La réalité, c'est que les régimes de marché évoluent en fonction de cycles sur les taux, en fonction de cycles évidemment économiques, et que le fondamental ne doit pas être apprécié de la même manière en fonction de l'évolution des cycles. Le momentum, lui, évidemment, permet d'apporter une réponse à ce genre de problématique. Le momentum, c'est quelque chose qui va quelque part, qui lèverait, je dirais, ce qui est l'ADN du quantitatif, qui est d'être agnostique. Nous, on est des gérants d'actions européennes de nationalité française. Notre principale sous-pondération aujourd'hui dans notre portefeuille, dans nos portefeuilles européens, c'est la France. On est agnostique. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres gérants français en actions européennes, je parle là du monde traditionnel, qui est ce genre de pari. Un gérant a évidemment un biais domestique. Et ce côté donc agnostique est évidemment une des forces du momentum, du quant. Mais le côté agnostique, il est encore leveragé par le momentum, parce que le momentum, lui, est quelque chose qui va toujours dans le sens du vent. Et est-ce que, juste pour qu'on se le représente concrètement, dans le momentum, quels sont justement les différents critères, des critères spécifiques de ton momentum que tu vas traquer, toi, de très près? Alors, on a, je dirais, 2 grandes familles de momentum que l'on va exploiter dans notre approche. Je dirais qu'il y a un momentum vraiment basique, très académique. Le momentum auquel on pense naïvement quand on vous parle de momentum, c'est en gros la dynamique des cours boursiers. Donc, ce qu'on va regarder, c'est tout simplement les dynamiques court-moyen terme des titres. On va s'intéresser aux performances 1, 3 et 6 mois. On ne va jamais au-delà. OK. Ça, c'est une des premières familles de momentum qu'on exploite. Et c'est une manière de traquer des flux aussi ou pas? Indirectement, oui, bien sûr. Ouais. Indirectement, puisque évidemment... Mais donc, c'est plus par les cours que par les flux que vous traquez ça? Ah oui, complètement. Okay. Les flux, de toute façon, c'est une information qui est une information souvent tardive. La réalité des flux, c'est que c'est une information qu'on a a posteriori et qui explique parfaitement quels ont été les mouvements du mois dernier, mais pas forcément celui du mois futur. C'est pas forcément quelque chose de très prédictif, les flux. C'est plutôt quelque chose à regarder cumulé sur longue période. Non, là, on va tout simplement regarder les dynamiques et on va s'intéresser chaque mois à la sélection des meilleures dynamiques boursières, en fait. Ça, il faut bien comprendre que si on fait ça, c'est pas évidemment complètement innocent. C'est qu'on arbitre, en fait, un biais cognitif de l'être humain. C'est qu'on constate qu'en agissant de la sorte, on va générer statistiquement un alpha non négligeable. Pourquoi, en fait? Parce qu'on va faire le contraire de ce que fait l'être humain. L'être humain, il a un biais cognitif qu'on connaît tous, qui nous a parfois tous coûté cher. C'est qu'on a trop tendance à prendre rapidement ses gains et à laisser courir ses pertes. On sait très bien qu'on peut avoir raison 2 fois sur 3, mais perdre de l'argent. Si la fois où on a perdu, on est incapable, quelque part, d'avoir la discipline pour couper. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est un biais, mais je pense que c'est plus un biais de professionnel qu'un biais de non professionnel. Hein. Parce que et c'est probable... Alors, oui et non. On pourra entendre un autre biais qui pourrait... Je suis assez d'accord. Tu as raison, sauf que... disons, dans la partie plus retail, oui, il y a du momentum, mais il y a du momentum trop tardif. Et il y a du momentum non discipliné. Moi, je déteste, par exemple, je vais être très franc, je déteste quand on me demande de citer 3 ou 4 valeurs de mon portefeuille. Je déteste ça. Parce que je vais dire, si je vous parle de 3 ou 4 valeurs sans mentionner les 146 ou 147 autres, ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas de sens. Et elles n'ont de sens que si elles s'accompagnent des autres. Par ailleurs... Par rapport au mandat que toi tu défends, en tout cas, mais oui. Oui, et puis même notre mode de gestion est tel que quand on achète une valeur, on a raison à peine 1 fois sur 2. Pas très vendeur, ce que je dis là. Non. Hein? C'est le moindre
le moins de joueurs de dés aurait le même hit ratio. C'est-à-dire quand je dis que la moitié des valeurs qu'on achète sont des bonnes décisions et la moitié sont des mauvaises, ça veut dire que sur la durée de détention de la valeur, on a battu ou pas battu l'indice. Le but, c'est évidemment une bonne décision, c'est une valeur qui, durant sa durée de détention, a battu l'indice, et évidemment inversement. Là où on gagne beaucoup d'argent, et là où on est capable de générer ces 360 points de base annualisés de surperf par rapport à un indice dividende réinvesti sur 25 ans, c'est qu'on a une énorme asymétrie entre le gain moyen et la perte moyenne. Et faire du momentum, c'est se donner tous les moyens, presque mécaniquement, de capturer chaque année les quelques rares... les quelques rares dossiers exceptionnels. En fait, le momentum, c'est quelque chose qui est très adapté à du stock picking. C'est-à-dire qu'il faut avoir 1500 valeurs, c'est top pour nous. C'est beaucoup mieux que si on en avait 200 dans notre univers d'investissement. Pourquoi ? Parce que quand vous avez 1500 valeurs, d'un point de vue statistique, je m'excuse pour ceux qui n'ont pas un bagage mathématique trop poussé, mais je ne veux pas jargonner, mais on sait très bien que quand vous avez 1500 valeurs, la distribution des performances, disons, annuelles, va présenter ce qu'on appelle des queues de distribution. C'est-à-dire vous aurez, en fait, des petites bosses là, alors les bosses sur la distribution à droite, celle des performances favorables, vous aurez en moyenne environ 60 ou 70 valeurs qui vont chaque année battre l'indice de plus de 50%. Et qui vont faire toute la perf. Et en fait, on comprend bien que si on s'adresse à toutes les tendances naissantes, de manière presque... on achète aveuglément toutes les tendances naissantes. Si et seulement si on a devant nous un dossier exceptionnel, on ne va jamais la vendre, on va la garder. Et donc, on va... comme ça, amener et capturer cette perf exceptionnelle. En revanche, dès que les performances commencent à ne plus être au rendez-vous, les valeurs sortent. Elles se retournent. C'est en ça que je dis, on laisse courir nos gains et on écrète nos pertes. Premier discriminant, c'est donc cette tendance de performance ou tendance des prix. Exactement, du momentum de prix, du momentum de cours. La deuxième, on en a déjà beaucoup parlé. Je me répète, Gustave, c'est en fait d'exploiter notre savoir-faire initial chez Shaheen. C'est-à-dire que on va faire ce qu'on appelle du momentum de bénéfice. C'est un momentum qui, lui, dispose d'une force de rappel un peu plus fondamentale. Et il consiste à observer la façon dont le consensus des analystes a fait évaluer son avis sur les perspectives bénéficiaires de chacune des 1500 valeurs européennes qui composent notre univers, dans le but chaque mois de sélectionner celles qui ont été le plus massivement révisées à la hausse. Ok, compris. Et enfin, je devrais mentionner aussi un momentum que nous exploitons dans notre sélection de portefeuille depuis maintenant 6 ans, quand même. Oh, le temps passe vite. Et c'est bien là. Donc je prends cette précaution parce que c'est vraiment une précaution pour montrer que nous ne sommes pas à la mode. Et c'est pas dans le but d'être à la mode, parce que je vais sortir le mot fatal, le mot qu'il faut sortir en ce moment, c'est l'AI. Nous faisons de l'intelligence artificielle, nous la déployons, nous la mettons en œuvre. On a un réseau de neurones en fait qui nous permet de sélectionner des valeurs selon ces critères momentum depuis 2019. Donc depuis 6 ans, on a une partie de notre sélection, de notre stock picking qui est mise en œuvre par de l'AI. C'est quelque chose sur lequel on consacre et on investit beaucoup dans la recherche. C'est quoi de l'AI ? C'est tout simplement... c'est quoi ce troisième momentum, si je puis dire ? C'est tout simplement un modèle d'intelligence artificielle dont l'apprentissage, en fait, se fait à partir des données historiques des 2 précédents signaux de momentum mentionnés. On donne à nourrir un modèle d'intelligence artificielle les données historiques de performance, de momentum de prix et les données historiques de momentum de bénéfice. Effectivement, du coup, c'est toujours cette donnée propriétaire, historique, qui finalement vient alimenter l'IA, c'est la belle suite de l'histoire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement... c'est très long. Enfin, ces 2 critères, on voit qu'on est dans la projection, on n'est pas du tout dans ce qu'on peut entendre régulièrement de gérants
conviction plus cours sur bénéfice. Enfin, on n'est pas dans ces ratios fondamentaux, on est vraiment dans la bourse en fait. Enfin, oui. On fait plus fi. Oui, on considère que il y a beaucoup d'informations cachées dans le comportement. C'est aussi ce que pensent par exemple les gens qui exploitent l'analyse technique. J'allais y venir justement. Est-ce que votre IA, elle travaille aussi sur ces sujets-là ou pas? Alors, on a eu des velléités de réflexion, on a consacré quelques éléments de recherche, mais il faut aussi qu'on cadre évidemment nos travaux parce qu'on n'a pas des budgets de temps illimités. Oui, on a commencé à travailler en fait sur la mise en œuvre, ou en tout cas l'exploitation de l'IA sur des modèles d'analyse graphique. Alors, pour ceux qui sont familiers de l'analyse graphique, c'est très simple. On connaît tous les formes, les patterns, les fameux patterns, une tête-épaule, un double top, un diamant, je ne sais quoi, un flag. Toutes ces formes graphiques sont évidemment reconnaissables par l'IA et exploitables en fait. On se rend bien compte que moi je prends mon téléphone et puis pour l'allumer, je fais plus un code. Je monte ma tête. L'IA est capable de reconnaître le visage d'un être humain. Donc on se doute bien que sur des milliers de courbes, il est capable de reconnaître une tête-épaule inversée ou un double top. Et il sait très bien, parce qu'on sait comment l'exploiter, il y a des techniques évidemment, et le modèle peut très bien implémenter ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent, qui peuvent fonctionner très bien, mais qui ne sont pas véritablement compatibles avec notre savoir-faire. Notre savoir-faire, c'est pas du haute fréquence, c'est pas du trading. On est sur des niveaux de rotation qui sont assez limités, puisqu'on ne remplace que 10% du portefeuille chaque mois. Et c'est plus pour des acteurs de type hedge funder, mais c'est tout à fait fascinant, oui. Et les résultats qu'on peut obtenir sont également fascinants. Ça va être passionnant comme période à suivre. Du coup, en rebalancement tous les 2 mois. Moi, j'ai une première question, du coup, moins confortable, j'avais promis. Mais comment, et naïve aussi, mais comment, avec des performances comme ça, vous avez que, entre guillemets, 500 millions aujourd'hui sous gestion sur Shaheen, c'est ma première question. C'est une excellente question. En fait, il y a, comme dans tous les métiers, il y a 2 choses. Il y a le faire savoir et le savoir-faire. Ou plutôt l'inverse, le savoir-faire et le faire savoir. On est des ingénieurs. D'accord. Et je crois que le personne n'est parfait. Voilà. Le savoir-faire, on l'a. Moi, j'ai rejoint, je suis très très à l'aise évidemment pour en parler parce que ce savoir-faire, c'est la conséquence véritablement d'un travail collectif. Moi, j'ai rejoint Shaheen en 2018, donc je n'ai pas participé à l'ensemble de l'aventure. Je l'ai prise en route et de manière, et j'en suis absolument ravi. En fait, il faut bien prendre conscience que dans notre travail collectif, le modèle, c'est un bien commun. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de ça chez nous. C'est véritablement chacun cherche à réfléchir d'abord individuellement et puis de le partager collectivement dans le but d'améliorer ce bien commun qui est le modèle. Et c'est vrai qu'on réalise des très très bonnes performances, mais on pâtit probablement. Et c'est véritablement, j'ai mon bâton de pèlerin pour militer pour notre savoir-faire, mais aussi pour essayer de créer un média entre un monde traditionnel qui a ses propres codes, qui a ses propres éléments, qui a sa propre façon d'analyser, de réfléchir, d'observer les marchés, et le monde auquel j'appartiens. Et c'est vrai que souvent, les acteurs quantitatifs sont des ingénieurs, ont parfois un peu de mal à faire passer le message, ce qui est parfaitement dommage, et d'ailleurs, voire même incompréhensible, parce que je vais être très franc. Je pense qu'on a une gestion qui est une des plus intelligibles qui puisse être. Et transparente. On ne sera jamais surpris des positionnements actifs que nous avons à tel ou tel moment, qui peuvent être très différents d'un moment à un autre en fonction des régimes. On ne sera jamais surpris de la nature de nos rebalancements. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? Qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qu'on vend? D'ailleurs, mais bien au contraire, on n'a aucun problème pour communiquer ce genre de choses. On adore être transparent et c'est des choses sur lesquelles on est parfaitement à l'aise. Non, je crois qu'il y a beaucoup d'éducation à donner
La perf, c'est évidemment quelque chose de très important et je crois que ça c'est l'élément premier pour pouvoir avoir des velléités de développement et aspirer à grandir. C'est la perf on l'a. Ça vous l'avez. Maintenant, à nous d'être un petit peu plus présent, d'être plus pédagogue et d'amener peut-être les gens à briser la glace ou à briser parfois des idées préconçues qu'ils peuvent avoir qui sont pas forcément favorables à l'approche quantitative, parfois pour des bonnes raisons. Mais ce que je me dis, excuse-moi de t'interrompre Stéphane, mais c'est que là on a quand même une population d'investisseurs qui est née avec les ETF et c'est quand même un nouveau paradigme puisque du coup la boîte noire c'est leur système par défaut, entre guillemets, mais je reprends l'analogie et donc pour eux que ce soit un modèle intelligent ou un modèle pas intelligent, c'est-à-dire qui réplique un indice, c'est un modèle quand même, en tout cas ils sont habitués à travailler avec des modèles et plus avec ce gérant très incarné, etc., qui peut être très bon par ailleurs, mais en tout cas, quand tu parlais tout à l'heure de pas d'ego, ça peut paraître banal pour ceux qui nous écoutent, mais c'est vrai que c'est des métiers qui sont très très incarnés quand ils fonctionnent par ailleurs, donc c'est effectivement un système un peu différent que vous avez, mais un système qui colle beaucoup plus finalement au code d'investissement d'une génération qui est quand même massivement rentrée dans l'investissement. Et c'est peut-être ça aussi il y a peut-être une opportunité là, je pense, pour vous. Il y a une opportunité qui sera d'autant plus prégnante à mon sens quand le moment... quand on aura un point d'inflexion en fait, sur la performance des ETF et de la gestion passive. Parce que qu'est-ce qui a fait le succès des ETF ? Il y a tout ce que tu dis, et très justement. Il y a une forme de modernité, il y a une forme d'immédiateté, il y a plein d'avantages. Et ça ne s'est pas fait en 15 jours. Et ça ne s'est pas fait non plus en 15 jours, mais il y a aussi, ce qui a beaucoup aidé, c'est la surperformance en fait des indices traditionnels qui sont pondérés par les capitalisations boursières et qui se retrouvent aujourd'hui de plus en plus concentrés. Je ne vais pas revenir sur tout ce que chacun sait sur la concentration du S&P par exemple. Bon. Mais ce qui est vrai, c'est au-delà de la concentration dans les indices, c'est qu'aujourd'hui, tu as une allocation de cette population d'investisseurs dont on parle qui est naturellement avec un biais américain, que tu sois français, allemand, suédois. Ce que tu disais sur les investisseurs pros qui ont des biais domestiques, ça se voit absolument pas dans ces portefeuilles. Moi, je le vois, des gens de 35 ans, ils viennent me voir, bonjour, j'ai 700 000 euros de S&P 500. Je dis bonjour, vous gagnez combien ? 100 000 ? Comment vous faites si vous faites moins 30 ? En fait, tu construis ton point d'entrée aussi. Et alors on est là aujourd'hui. En octobre 2025, les marchés sont à leur niveau record. Il faudra voir comment... Ils nous ont bien porté aussi, ces ETF, il n'y a pas de problème. Mais je pense que du coup, il y a quand même un regard de l'investissement qui est plus celui de monsieur le gérant, dites-moi quoi faire. Et ça peut servir probablement à la gestion compte. Mais ça revient à une question qu'on a promis d'aborder tout à l'heure, c'est quelle est la différence du coup entre Shaheen et un ETF actif ? Même moi, j'avoue que j'aurais du mal à En théorie, aucune. Ok. En théorie, aucune. En pratique... Potentiellement, ça vous servirait commercialement d'avoir une dénomination ETF, potentiellement. Il n'est pas exclu qu'un jour, nous proposions de lister un ETF actif. C'est quelque chose auquel on réfléchit. En théorie, il n'y en a aucune. Un ETF actif, c'est quoi ? C'est une stratégie active, benchmarkée. Face à un indice, c'est comme nous, et dont les décisions en fait, d'investissement répondent à des règles, réagissent à des règles. C'est comme nous. Après, en pratique, ce qu'on peut constater, c'est que l'offre en gestion en ETF actif, en fait, est en train de s'élargir gentiment, et c'est quelque chose que nous voyons plutôt d'un bon œil. Je veux dire, c'est clair que l'organisation actuelle de la gestion collective avec des règlements de souscription à J+1, la possibilité uniquement de traiter la clôture, enfin tout ça, c'est quand même pas forcément d'une modernité absolue. Donc le fait de pouvoir traiter des fonds activement gérés via un market maker sur des marchés listés, c'est plutôt quelque chose de sain et qui va apporter, je crois, beaucoup aux investisseurs à terme. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de naturel, de normal, et une nouvelle fois qu'on voit d'un bon œil. Ce qu'on constate en revanche, et que je trouve personnellement peut-être un peu dommage, pour promouvoir en fait ce développement, qui est plutôt bien, c'est
c'est qu'on va vous dire, la gestion ETF actif, c'est pas cher, par exemple. C'est moins cher qu'un asset manager, un fonds traditionnel. C'est vrai, on constate que c'est plutôt en moyenne moins cher. Néanmoins, il y a quelque chose qui, parfois, doit être plus pris en considération par les différents investisseurs. OK, le prix d'une gestion ne doit pas être vu uniquement en absolu, il doit être vu en proportion du risque actif qui est pris. C'est par unité de risque. C'est-à-dire, en gros, moi, je vais payer, par exemple, 0,50% par an pour un gérant actif, certes, mais qui va prendre une tracking error de 2 points par rapport à son indice, c'est-à-dire en gros que dans 90% des cas, il sera entre plus 3 et moins 3 à la fin de l'année, mais pas au-delà. Pour moi, ce gérant-là, il est plus cher qu'un gérant qui va faire payer du 1% de frais de gestion, c'est-à-dire le double, mais pour 5 ou 6 points de tracking error, c'est-à-dire pour 3 fois plus de paris actifs. Et là, il a des capacités, c'est notre cas, on a des années où on a été capable, net de frais, de surperformer de 25%. Si vous avez 2 points ou 1 point de tracking error, vous en êtes incapable, vous ne le ferez jamais. Donc il faut vraiment savoir ce pourquoi on paye. Et ce pourquoi on paye, c'est le degré de paris actif et le degré, je dirais, de liberté que l'on va prendre par rapport à un benchmark. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est une première chose. Et quand on regarde, de toute façon, c'est une considération que je conseille d'avoir pour l'ensemble des gestions, que ce soit des ETF actifs ou des gestions traditionnelles. Mais c'est un élément qui est parfois trop souvent oublié. On a trop tendance à regarder les frais, mais les frais, pourquoi ? Donc ça, c'est un élément important. Donc nous, par exemple, si un jour on devait faire le choix de se lancer, d'ouvrir un nouveau canal de distribution au travers d'un ETF actif qui pourrait répliquer une de nos gestions actuelles, on le ferait probablement, on serait peut-être un petit peu plus cher que ce qui est pratiqué aujourd'hui en moyenne dans ce monde-là, mais on aurait probablement 2 ou 3 fois plus de risques actifs en contrepartie que ce qui est pratiqué en moyenne. C'est un peu comme ça que je le vois, et donc je veux dire, tout est une question de calibration, parce qu'après, c'est du marketing derrière. Si c'est pour acheter l'indice, effectivement, c'est dommage. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, voilà. C'est un peu dommage. En tout cas, ça coûte 0,15. C'est ça. C'est ça. C'est à peu près ça. C'est pas cher. Voilà, mais est-ce que ça peut rapporter gros ? Effectivement. En tout cas, tout ça est passionnant. Ça nous ramène à aujourd'hui. Tu parlais de la date du jour. On est en octobre 2025. Quelle est aujourd'hui la position de votre portefeuille ? Déjà, vous avez une originalité. Je le disais tout à l'heure, puisque il y a quand même beaucoup d'investisseurs, en tout cas en action aujourd'hui, et notamment une partie des gens qui nous regardent, qui sont très US. Déjà, vous êtes très Europe. Oui. Donc je sais que vous avez des fonds US, mais c'est pas forcément... le gros de nos actifs sous gestion sont des actifs européens. On a un fonds US qui ne démérite pas, mais qui est relativement marginal par rapport à l'ensemble de l'asset. Bon, et puis aux US, tout est dur. Et puis on n'est pas tout seul. Voilà, exactement. Mais en tout cas, sur l'Europe, c'est déjà une originalité. Est-ce qu'on peut démarrer de manière un peu macro sur l'Europe, qui fait plutôt une très très bonne année ? Je me rappelle de notre première rencontre. Tu avais d'abord cité une performance a posteriori, donc j'étais moyennement impressionné puisque tu m'avais parlé des banques. On avait aussi été dessus et c'était plutôt la bonne nouvelle du premier semestre. En revanche, ce que tu avais commencé à citer, c'était un pari qu'on a aussi choisi de faire nous à travers différents supports, dont un structuré sur mesure sur le luxe. Bien joué. Et donc, voilà, c'est des petits exemples pour peut-être te lancer. Comment est-ce que toi tu vois déjà ce marché européen qui reste quand même beaucoup moins cher en fait. Et alors, c'est un marché value, vu géographiquement, ça tu l'as très bien dit. Je crois que quand on veut parler de marché, il faut d'abord savoir d'où on se trouve dans le film. Parce que le marché, c'est un feuilleton à épisodes, il y a plusieurs saisons, et il faut vraiment bien savoir où on est. Donc je propose peut-être de commencer par la vision la plus aérienne du truc. Pour moi, je vais être très franc, je pense qu'on est entré dans la 3e et dernière phase de ce rallye boursier. Pour lequel j'ai beaucoup milité. J'ai rarement été aussi bullish que lors des 3 dernières années. Ce rallye boursier, pour moi, il a pris racine à l'automne 2022. Donc il y a pile 3 ans. L'automne 2022, on se rappelle de la situation. On était 6 mois après l'invasion de l'Ukraine. On avait une inflation à 2 chiffres des 2 côtés de l'Atlantique. Et les pires craintes de récession dominaient.
Et c'est là où le marché a trouvé son point bas, comme souvent. Le marché ne trouve jamais son point bas quand tout va bien. C'est quand tout va très mal. Quelle a été la première phase de ce rallye boursier ? La première phase de ce rallye boursier, c'est donc de l'automne 2022 à l'automne 2023. Ça a duré 1 an. La bourse européenne a pris 20%. Et ça a été toute la dialectique sur, je dirais, ça a été une démarche de relaxation. Ça a été du soulagement. C'est-à-dire qu'on était dans une situation où l'inflation à 2 chiffres laissait craindre à l'ensemble des économistes une récession sévère à venir. Il n'en a rien été. C'était, rappelez-vous, toute la thématique de la résilience un peu magique de l'économie mondiale. Et hop, le marché, il a touché son point bas là-dessus. C'est des short squeeze, ça. C'est des rachats de short, souvent. Et c'est comme ça qu'on prend racine. Donc, ça a été vraiment un pilier cyclique qui a d'abord fait démarrer ce rallye. Et puis, à l'automne 2023, on a eu une deuxième phase qui elle-même a permis à l'indice européen de progresser de 20% en 1 an. C'était plutôt, elle, une phase de nature monétaire. C'est-à-dire qu'à l'automne 2023, la trajectoire de l'inflation baissait très très vite. Et c'est le moment, et les banquiers centraux ont aussi pas mal aidé, notamment M. Powell à l'époque, c'est le moment où les investisseurs ont compris que les banques centrales étaient sur le point d'adopter un pivot monétaire accommodant, qu'elles allaient à nouveau baisser les taux. Le marché a toujours un an d'avance sur les événements et sur l'économie réelle. Et puis c'est arrivé donc à l'été 2024, en juin, rappelez-vous, et en septembre pour la Fed. Et à ce moment-là, depuis, on est rentré dans ce que je considérais être la 3e et dernière phase de la bourse. On a déjà pris 15 à 20% depuis qu'elle a été initiée. C'est une phase pour moi qui est beaucoup plus fondamentale. C'est-à-dire, c'est la phase de la normalisation fondamentale. C'est très classique, ça. On a eu un rallye qui a été dominé par la macroéconomie d'abord pendant 1 an, par les considérations monétaires et le pivot monétaire accommodant pendant 1 an juste après. Tout ça, c'est des stimuli qui sont d'ordre cyclique, d'ordre macroéconomique. Quand on est dans des marchés comme cela, ça crée de la perturbation, de la déformation et des anomalies dans le marché quand on le regarde de manière granulaire. En fait, les acteurs se jettent sur les stimuli un peu top-down et oublient un petit peu de faire le ménage et quelque part, ils délaissent un petit peu le côté granulaire parce que c'est pas ce qui est prégnant. Quand les processus macro sont bien avancés, bien terminés, qu'ils ont évolué comme ils se devaient, là, l'investisseur en action, il n'a plus que ça à se mettre sous la dent, c'est-à-dire de faire le ménage. La normalisation fondamentale, elle s'est faite au niveau des indices. L'indice européen, qui était très décoté il y a 3 ans, est aujourd'hui à son prix standard, historique, moyen. C'est pas que le marché soit cher, c'est pas que le marché soit pas cher, le marché est à faire value. 17, 18 fois, quoi. Un petit peu moins, ça dépend après de quoi on parle. Moi, je regarde toujours les PE 12 mois forward, qui sont évidemment toujours un peu plus bas que des PE historiques, mais c'est ce qu'il faut regarder, on est toujours sur du 12 mois forward. Le marché de ce contrefiche du passé. On est en Europe à 14,5. Sur un indice, en tout cas comme le Stock 600, on est à 14,5 contre une moyenne depuis 2000 qui est à 14. Donc on est à fair value. Et cette normalisation fondamentale donc, s'est opérée sur les grands indices. Il reste encore un peu de chemin sur quelques segments indiciels comme les small and mid cap européennes qui, à mon avis, ont encore un petit peu de surperformance dans les prochains mois pour arriver justement à cette... Elle reste décotée en gros. En revanche, donc, quand on regarde le marché de manière donc, un peu plus granulaire, il y a plein de valeurs qui sont surévaluées, plein de valeurs qui sont sous-évaluées. Alors que le marché, lui, est à faire value. Pour le coup, désolé, je me permets de te poser une question US, mais moi, il y a un truc que je regarde depuis un bout de temps. Aux US, on entend souvent de manière consensuelle, la tech US, c'est très cher. Et ensuite, on va regarder, si on regarde en dehors de 8 valeurs, 10 valeurs, j'ouvre par exemple un Bloomberg et je vais regarder Snapchat, plus bas historique. C'est pas une small cap. Entièrement d'accord. Je vais regarder Pinterest, plus bas historique. Je vais regarder Match.com, leader du dating dans le monde, plus bas historique. Et je pourrais Nextdoor, premier réseau social de proximité, etc. Donc je parle pas de micro cap. Non. Et là, je peux t'écraser 20 courbes comme ça avec des valeurs connues en plus du grand public, donc qui sont pas en plus des valeurs confidentielles. Est-ce que la tech US est si chère que ça, ou est-ce que y a les hyperscalers d'un côté et la tech US qu'on regarde même plus? Et pour le coup, j'ai déjà posé cette question à des gérants de conviction.
Déjà, ils étaient surpris parce qu'ils n'étaient même pas au courant. C'est pas une blague. Et des gérants avec des jolis noms et des beaux bureaux, hein. Mais ils n'étaient même pas au courant parce qu'eux-mêmes, si tu veux, finissent par être aveuglés parce que la prépondérance de ces actifs dans les indices fait qu'on ne voit même plus en fait de granularité au sein même du secteur tech US dont on parle tout le temps comme d'une évidence. Entièrement d'accord. Tu vois, ce que tu as dit, c'est parfaitement illustratif de la situation actuelle. On parlait des États-Unis, on a basculé sur les États-Unis, mais on peut faire encore plus simple sur les États-Unis. Tu prends le S&P 500. Il est valorisé aujourd'hui 23,7 de PE 12 mois forward, 12 mois prospectif. Sa moyenne historique, c'est 18. Donc on est aux États-Unis, l'indice S&P est 30% surévalué par rapport à ses standards historiques. Je prends l'indice S&P Equal Weight, c'est-à-dire les 500 mêmes valeurs, mais non pas pondérées par leur poids, par leur taille, leur capitalisation boursière, mais pondérées par leur nombre, enfin équipondérées. Cet indice n'est surévalué que de 7% par rapport à son standard habituel. Et si je prends un indice comme le MSCI USA Small Cap, donc là, pour le coup, vraiment les small et mid américaines, je suis aujourd'hui légèrement en dessous en termes de valorisation comparé à l'historique. Donc, il y a, et c'est une réponse quelque part qui s'applique aussi bien à la tech qu'à l'ensemble de la cote américaine, il y a aujourd'hui une forte dichotomie aux États-Unis et une prime payée qui est stratosphérique à certains segments de la tech, que, évidemment, chacun aura identifié. Ça, c'est pas tenable. Voilà, ça, c'est pas tenable aujourd'hui. Et c'est quoi, du coup, ta vision, pour revenir à ton film, de ce 3e et dernier épisode, du coup, on en est au début, on en est au milieu, on en est à la fin de ce 3e et dernier épisode. Les deux premiers épisodes que tu as cités, c'était des épisodes d'1 an. Est-ce que c'est des durées qui, généralement, quand on regarde derrière nous, sont à peu près équivalentes à ça, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose... la durée d'un cycle, en moyenne, un cycle haussier, c'est à peu près 2 ans, un an et demi, 2 ans. Cette fois-ci, on est sur un record historique. Par exemple, nous, on monitore, en fait, on traque le cycle économique avec des petits coups de chaud, quand même. Comment ? Avec des petits coups de chaud. Oui, des petits coups de chaud, mais les petits coups de chaud, en fait, les petits coups de chaud... j'ai fait un podcast ici, c'était pas l'ambiance. Des coups de chaud, il y en a... Ouais, mais c'était quand même costaud, ça. Il y en a tout le temps, mais ils ont un avantage et un inconvénient pour les financiers que nous sommes. L'inconvénient, c'est le même que l'avantage, c'est qu'on ne peut pas les prévoir. Non, mais ce que je dis est très sérieux. Oui. Si on regarde depuis 2020, tous les petits coups de chaud qu'on a eus, et ils ont été quand même assez nombreux, étaient quasiment tous imprévisibles, exogènes, c'était des chocs. C'est donc, quelque part, on va pas... il faut être des pragmatiques. Mais peut-être que... mon point, c'était surtout de dire peut-être que ça, du coup, ça décale les cycles. C'est-à-dire que c'est des temps... Ça les prolonge. Voilà, c'est ça. Ça les prolonge, oui. Nous, en fait, moi, je modélise l'économie, le cycle. Le cycle économique, pour moi, c'est clé quand on est gérant action. Ça l'est si vous êtes allocataire d'actifs, si vous êtes gérant flexible, est-ce qu'il faut avoir plus ou moins d'actions, mais ça l'est aussi si vous êtes gérant action. Parce que ce qui guide le plus fidèlement le comportement de la bourse et des différents segments qui la composent, si on regarde plus granulaire, c'est-à-dire les secteurs, les valeurs, c'est le cycle économique. C'est ça qui, je crois, est le principal facteur d'explication du comportement des bourses, et c'est très heureux. Ça tord le cou à certains qui nous disent que nos marchés sont complètement irrationnels et qu'on ne comprend rien, et que c'est pas vrai. C'est pas qu'ils sont irrationnels, c'est qu'ils sont dans l'anticipation. Ils ont toujours de l'avance sur la réalité. Donc c'est vrai que quand on n'a pas compris cette logique-là, quand c'est quelque chose qu'on n'a pas matérialisé, ça peut paraître irrationnel. Oui, ça suppose une forme de capacité à l'abstraction. Donc quand même. Oui, voilà. Bien sûr. Oui. Mais quand je regarde aujourd'hui nos indicateurs de momentum économique, qui sont construits pour avoir 12 mois d'avance sur l'économie, on est dans un environnement d'expansion en Europe, ça vous surprendra. Ça surprend tout le monde, en fait, depuis 3 ans. Mais on est depuis mars 2023 dans
environnement d'expansion, ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est la période d'expansion au regard de nos indicateurs la plus longue qu'on ait vue depuis que j'ai créé cet indicateur depuis plus de 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'on part d'une situation qui est extrêmement dégradée. On a eu la succession de 2 chocs, 2020-2022, des chiffres macroéconomiques dans un sale état, une économie européenne au tapis, et évidemment que la relaxation, l'amélioration des choses, la dynamique est du coup beaucoup plus longue que traditionnellement. Voilà. Aujourd'hui, voilà, c'est... Effectivement, ça contraste un peu avec le chaos ambiant médiatique. Mais... C'est pas trop ce qu'on a le sentiment de lire au quotidien dans les médias, je dirais, mainstream. C'est pas forcément la perception du coup qu'on peut avoir nous voilà, au quotidien, mais la réalité est celle de l'amélioration, et la bourse a parfaitement réagi en ligne avec notre indicateur. Ce que je pense, c'est que... d'abord monétaire, les banques, et ensuite maintenant, Exactement. Si je suis ton film. Hein. Exactement. Et là maintenant, alors le luxe, ça continue ou pas ? Le luxe, oui. Le luxe, oui. En fait, tu m'as gentiment félicité, mais celui qu'il faudrait féliciter, c'est notre modèle. On fait du momentum, et ce modèle momentum, en fait... Replacez-vous en juillet dernier, c'était pas forcément l'idée la plus citée. Non, et c'est pas forcément quelque chose, voilà, qui était évident, mais en fait notre modèle Momentum est un modèle qui achète ce qui marche par définition, vous l'avez compris, mais avec une exception. Une exception, et ça c'est évidemment une des forces de notre stratégie, c'est qu'on est capable, ou enfin, on intègre en tout cas des indicateurs qui nous mesure à tout moment le degré de surchauffe du momentum. En gros, quand le momentum a fait trop bien pendant trop longtemps, en gros, quand on a trop bien marché, on va considérer que statistiquement, la probabilité d'une inflexion est très élevée. Et ce sont ces moments-là où nous sommes vulnérables, évidemment. Et ça, on cherche à s'en prévenir en intégrant des procédures d'exception qui se mettent qui identifient ce type d'environnement. C'est très rare, hein, c'est tous les 4-5 ans. La dernière fois, c'était en octobre 2020, juste avant la découverte des vaccins en novembre, et ça nous avait forcé à l'époque à avoir acheté des banques, des minières, des valeurs value, ce qui nous avait sauvé l'année 2020. Et ben cette fois-ci, ça s'est produit de la même manière, dans une configuration opposée, c'est-à-dire que le momentum a été tellement polarisé, tellement fort, les banques qui sont en fait le secteur de momentum depuis 2 ans, voire même 5 ans. Si on regarde l'Eurostoxx Bank, dividende réinvesti, depuis les plus bas de 2020, il a été multiplié par 5 en 5 ans. Donc on était sur des momentum qui ont très bien marché, très polarisés. Le premier semestre, notamment en Europe, on a eu cette forte baisse du dollar, cette forte hausse de l'euro qui donc a permis... aux valeurs domestiques de très bien se comporter, les valeurs domestiques qui étaient essentiellement des valeurs value, qui étaient par ailleurs décotées. Donc on a eu cette normalisation fondamentale. En gros, tout ce qui a marché, c'était la value domestique. Les banques, les télécoms, les utilities, l'assurance, etc. Avec une exception quand même, c'est l'industrie. L'industrie, elle, s'est renchérie, donc n'a pas participé à cette forme de normalisation fondamentale parce qu'elle était finalement assez chère en début d'année, elle est devenue encore plus chère qu'elle n'était. Pourquoi ? Parce que l'industrie, elle, a été poussée en Europe par de l'anticipation, en fait, par la promesse qui a été faite par le politique d'investir énormément d'argent dans le domaine de la défense, de l'indépendance énergétique, etc., etc. Donc le marché est en train de peut-être un peu de rêver. Mais voilà, les grandes thématiques étaient très établies. Donc value domestique et industrielle en lien avec la défense. Ça avait tellement bien marché que notre indicateur, à la fin du semestre, a détecté de la surchauffe. Et nous a amené à faire quelque chose qu'on fait uniquement dans ce cas-là, c'est-à-dire très rarement, à acheter lors des rebalancements une partie des valeurs d'anti-momentum, c'est-à-dire des valeurs qui ont été massacrées jusque-là, mais qu'on considère être attractives parce que la probabilité d'un retournement est très élevée. Et bien, à la fin du semestre, on était là. Donc, on a acheté quoi ? On a acheté, par exemple, dans Digital Stars Europe, notre principal fonds, on a acheté, par exemple, du Kering. Je crois qu'on est à plus 72% depuis le 1er juillet à l'ouverture. On a acheté de l'agroalimentaire avec le chocolatier
Barry Callebaut, on a acheté des biens de conso avec du L'Oréal, on a acheté de l'automobile luxe avec du Porsche, on a acheté de l'énergie aussi avec Nestlé. Tu me fais plaisir, parce que là, pour le coup, les bonnes nouvelles ne sont pas encore là sur Porsche. Non, Porsche, ça me met d'autant plus à l'aise que oui, Porsche n'a rien fait. J'en parle, mais ça n'a rien fait. Oui, mais c'est un profit warning de plus, mais sinon... Comment ? Il y a eu un profit warning de plus. Exactement. En fait, on est en hausse de 3% sur Porsche depuis le début du semestre. C'est exactement la même performance que le marché. Donc, c'est complètement net, mais c'est pour vous donner des exemples. Non, mais effectivement, c'est une valeur qui est au plus bas de 10 ans, je crois. Donc, oui, elle est au plus bas de 10 ans, tout à fait. On a acheté aussi du Neste Oil sur laquelle on grimpe quand même de 40 ou 50%. En gros, bon, ces rebalancements, en fait, je regardais depuis juin sur ces valeurs-là, on fait en moyenne 25% quand le marché lui fait 3-4%. Voilà. Donc ça nous a pas mal aidé et c'est un moyen pour nous de corriger le principal défaut. Tout a un défaut, hein, même le momentum. Le principal du défaut du momentum, qui est en fait cette inertie. C'est-à-dire que le momentum, c'est super, ça s'adapte à des environnements qui sont évolutifs, c'est ce qui fait sa grande force, c'est ce qui fait de lui le meilleur facteur sur longue période. En revanche, quand on change de régime de marché, quand on change de style, le momentum peut être affecté. Il faut avoir un thermomètre, quoi. Il faut avoir un thermomètre. Et donc, on est dans cette rotation. Pour moi, le momentum sera beaucoup plus diversifié aujourd'hui. Il ne faut pas délaisser pour autant la finance. Les banques continuent d'être sous-évaluées en Europe, mais je vois bien en parallèle le retour en grâce se poursuivre de certaines thématiques plus croissances, plus défensives, comme le food and beverage, comme la santé, comme le luxe, qui pourrait bénéficier d'une surprise, parce que je pense que la surprise ne peut venir que de là, sur les banques centrales, et notamment la BCE. Et un cadre du commerce international qui commence aussi à être un tout petit peu plus lisible, peut-être aussi. Petit peu plus lisible, ou en tout cas, à défaut d'être lisible, on commence à s'y faire. Oui. Peut-être on arrive sur la fin de l'exercice, Stéphane. Quelqu'un qui voudrait investir en Europe, pourquoi est-ce qu'on doit choisir ton fonds ? Parce que je suis profondément convaincu que de la capacité de notre produit à satisfaire le porteur de part. Notre compétition, nous, elle est évidemment avec les indices, elle est dans notre capacité à battre les indices. Et je crois qu'on a été capable, dans toutes les configurations possibles et imaginables, de battre les indices sur des horizons de temps qui sont adaptés à l'investissement en actions, c'est-à-dire 5 ans. Je ne m'engagerai jamais sur une gestion active momentum sur 1 an ou 2 ans, gestion active momentum action sur 1 an ou 2 ans, parce que notre process, il n'est pas fait pour marcher chaque année. Il est fait pour maximiser notre surperformance sur un cycle complet, c'est-à-dire sur 5 ans. Et 5 ans, c'est la durée minimum recommandée par les autorités de tutelle, et elles font bien. Et ça reste court. Et ça reste court, voilà. Donc, accompagner une gestion performante, transparente et diversifiée, par ailleurs présentant des caractéristiques de risque qui sont maîtrisées, oui, c'est quelque chose avec lequel je suis à l'aise et j'encourage les investisseurs à s'intéresser à nous. Et pourquoi l'Europe en ce moment ? Pourquoi l'Europe en ce moment ? J'aurais préféré que tu commences par me poser la question sur les actions. Peut-être commençons par les actions. Une nouvelle fois, sur les actions, je vais avoir le même discours que je peux avoir sur notre capacité à générer de la surperf. Les actions, c'est la classe d'actifs la plus cyclique qui puisse être. Les actions, c'est une classe d'actifs qui est l'anti-fixed income, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y aura des années négatives. Je suis parfaitement conscient que les bourses européennes, dans ces fameuses 3 dernières années, ont quand même pris près de 60%, qu'on est sur une durée de cycle étonnamment longue. Donc je pense qu'on est sur la fin du rallye une nouvelle fois. Voilà, je pense que 2026 pourrait être une année plus volatile, une année dans laquelle on pourrait avoir véritablement des bons points d'entrée. Tout le paradoxe du contexte actuel, c'est que je pense que d'ici là, on va aller plus haut. Voilà, donc je pense que les niveaux actuels vont être revus en 2026, mais que d'ici là, peut-être d'ici la fin de l'année, voire probablement d'ici la fin de l'année, on va aller plus haut. Les chartistes sont assez bullish. Les chartistes sont assez bullish pour la fin d'année. Ouais. Et je m'inclus dans la meute. Et quant à l'Europe, le momentum européen, la presse, globalement
la vie générale sur l'Europe est très très dégradée. Néanmoins, c'est quelque chose qui, pour l'investisseur, le financier que je suis, m'interpelle. L'Europe est au fond du trou, d'un point de vue, je dirais, organisationnel, structurel, industriel. Et je crois que quand on est au fond du trou, on peut finalement difficilement aller plus bas. C'est mon sentiment. Donc j'aime bien en tant qu'investisseur ce côté un peu fin du monde, ce côté très dégradé dans le sentiment. Par ailleurs, je suis aussi un financier. Je considère que tout actif a un prix. Et aujourd'hui, quand on regarde sur l'ensemble des segments géographiques, le couple, je dirais, valorisation et comparé à la valorisation historique, l'Europe reste aujourd'hui offre un matelas en fait de défense assez fort parce que c'est une géographie value qui reste encore, je dirais, plus sous-évaluée, mais en tout cas qui n'est pas surévaluée à la différence d'autres géographies comme les US. Ok. Tu parlais tout à l'heure d'évaluer la performance au regard du risque. Justement, quand il y a des chocs, les États-Unis, c'est le pays de tous les excès, donc c'est les excès de performance, et c'est le cas en ce moment. Est-ce que quand tu as des chocs ou des cracks, l'Europe résiste mieux ou pas? Non. Ok. Non, en tout cas, les exemples de drawdown récents qu'on a pu observer ne montrent pas d'écart significatif. En tout cas, dans ces moments un peu d'émotion. Non. En tout cas, mon appréciation, qui est plus celle d'un allocataire que d'un gérant, c'est que un MSCI World, un Nasdaq et un S&P 500, c'est pas trop une allocation. Mais donc ça peut avoir du sens d'ajouter de l'Europe, et probablement en Europe, plus qu'ailleurs, de la gestion active, quant ou pas quant, peut vraiment trouver sa place. J'ai du mal aujourd'hui à trouver un gérant qui sous-performe l'indice en Europe, en tout cas sur les 2 dernières années, des gérants avec lesquels on travaille. Je trouve que la gestion active en Europe, elle a vraiment démontré beaucoup plus qu'aux États-Unis sa capacité et toute sa place. Bien sûr, et on est par ailleurs, c'est vrai, tu l'as justement dit, mais surtout, moi j'ai peut-être plus depuis un an, je pense, mais on est dans un marché qui est beaucoup plus adapté à la gestion active. Si je regarde, par exemple, un des meilleurs exemples, on parlait depuis fin juin, on dit un Kering fait peut-être 75% depuis fin juin. Sur la même période, un BNP Paribas doit faire du moins 25%. Et un indice qui ne bouge pas. Donc on se rend bien compte qu'il y a véritablement, alors évidemment, il y a beaucoup de dispersion dans le marché, ce qui est censé favoriser l'approche active de la gestion. Ça peut être aussi évidemment un risque de sous-performance, mais considérer que les gérants sont des professionnels qui savent ce qu'ils font. Donc on a un contexte qui est plutôt porteur, et on a peu parlé des small and mid cap, des petites et moyennes valeurs, mais je veux dire, je ne trahirai pas un grand secret sans dire que les gérants actifs dans leur ensemble, ils sont plutôt sensibles. Parce que structurellement, par construction, un gérant actif va être en général surpondéré par rapport à la représentation des petites et moyennes valeurs dans les indices, qui est infinitésimale. Elles y sont, ces valeurs, dans les grands indices, mais leur capital est tellement faible que ça ne représente rien. Donc évidemment, dès que le segment des small and mid cap va mieux, c'est le cas cette année, c'est aussi quelque chose qui est plutôt favorable à la gestion active, il ne faut pas le dévoyer. 2 questions pour finir. Si je pouvais inviter n'importe quel gérant à ta place ou stratégiste de marché, qu'est-ce que je devrais recevoir la prochaine fois, selon toi? Qui? Ouais. Alors, il y a plein de gens. Très bien. Alors, c'est une question qui, évidemment, je n'avais pas préparée, comme l'ensemble de l'entretien. C'est une question à laquelle, franchement, c'est très compliqué pour moi d'y répondre. Parce que c'est peut-être en lien avec notre approche quantitative, on est assez hermétique à notre environnement. C'est-à-dire que de la même manière qu'on ne va pas aller écouter les avis d'analyse financiers côté sell-side, c'est pas du tout quelque chose qui est notre histoire. De la même manière qu'on ne va pas aller rencontrer les managements des 1500 sociétés qui composent la cote, on aurait beaucoup de mal et on ferait beaucoup d'heures de train. Mais de la même manière qu'on ne va pas visiter les sites industriels, moi je n'ai que très peu d'interactions finalement avec mes confrères. Parce que je ne vais pas aux conférences d'analystes, je ne vais pas aux conférences des corporates, et c'est quelque chose finalement que je regarde comme... J'ai pas une compétence supplémentaire à celle de tout le monde. Alors une question spéciale pour toi, parce que celle-ci elle la pose à tout le monde, mais un hedge fund que je devrais suivre moi?
Toi? Ouais, un hedge fund qui selon toi... Des hedge funds, il y en a plein des magnifiques. Je peux te parler d'un hedge fund que tu peux suivre, mais que tu pourras jamais acheter, c'est Renaissance. J'en parle évidemment parce que c'est pas très sympa, hein. J'espère pouvoir en acheter un jour. Non, n'y voilà aucune agression personnelle. Il n'y a rien de personnel là-dessus. Tu peux pas en acheter, mais moi non plus. Hein. C'est pas du tout une question de ticket moyen. C'est simplement qu'aujourd'hui, les seuls porteurs sont les employés, en fait. Les seuls investisseurs sont les employés. Ils sont tous milliardaires. D'ailleurs, c'est le premier employeur de Jeff Bezos, pour la petite histoire, Renaissance. Donc là, on est sur une performance qui doit tutoyer les 40% net de frais annualisés depuis les années 80. Wow. Donc c'est assez dingo. Et ça, c'est de la gestion quant. C'est du quant. Et donc pour ceux qui s'amusent justement d'approfondir un peu ce que c'est que le quant, allez regarder justement toute l'histoire de Renaissance et de son fondateur. C'est effectivement une bonne manière d'approfondir notre conversation. En tout cas, nous, on a eu la chance d'avoir Stéphane Lévy aujourd'hui qui nous a donné un très bel aperçu de ce que c'est que la gestion quant. Elle existe en France, elle est pour le coup investissable et accessible. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a une très belle performance historique qui n'est pas tout à fait celle de Renaissance, mais pas loin. Et donc, je vous encourage vivement à le faire. Vous pouvez évidemment le faire avec Colbert. On vous mettra les liens ici dans la description de la vidéo. Stéphane, merci 1000 fois d'avoir accepté cette invitation. C'était vraiment passionnant et à très bientôt. Merci à toi, Gustave. À bientôt. Merci.